Comment faites-vous pour stimuler l'engagement de vos collaborateurs, c'est-à-dire faire en sorte que les directives que vous leur donnez soient effectuées avec la meilleure volonté et la meilleure attention possible? Car adapter un comportement et susciter un engagement, ça ne se fait pas juste en convainquant les gens et en donnant des informations. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'expérience de Kurt Lewin, un célèbre psychologue social, qui nous va nous montrer comment l'engagement se construit vraiment. À tout de suite. Merci de votre présence sur la chaîne soyezchef-pas-manager.com. Sachez qu'il existe aussi un site internet dans lequel vous pouvez trouver une centaine d'articles sur le sujet. J'édite une vidéo chaque semaine et si vous souhaitez voir l'horizon global des thématiques que je considère comme importantes pour bien diriger vos pairs, en gros pour être un bon manager, je vous invite à télécharger gratuitement la checklist du chef que vous trouvez sur mon site internet soyezchef-pas-manager.com. Un lien dans la description de la vidéo vous y renvoie directement. Aujourd'hui, on va parler d'engagement et de l'expérience de Kurt Lewin qui a été effectuée, pendant la Seconde Guerre mondiale pour justement susciter, le plus d'engagement chez un groupe de personnes dont on souhaitait modifier le comportement. L'expérience est la suivante: le gouvernement américain devait pousser les familles à consommer plus d'abats, qui est une source de protéines importante et bon marché, pour compenser le manque de viande dû au rationnement dû à la guerre. Alors, Kurt Lewin est sollicité pour trouver comment modifier les habitudes alimentaires des ménagères américaines, qui sont profondément ancrées contre ces abats, contre cette viande de mauvaise qualité qui n'est pas très populaire. Donc, il réalise un certain nombre de tests et d'expériences. Il réunit 2 groupes de ménagères et teste 2 approches. La première en essayant de convaincre le plus possible par des conférences où des experts expliquent les bénéfices de la consommation des abats. La deuxième par des réunions discussions animées chez une participante, parmi les ménagères du groupe, où les femmes échangent et confrontent leurs idées. Quel est le résultat? Eh bien, dans le premier cas, seuls 3% des personnes changent leurs habitudes alimentaires, contre 30% dans le second groupe. Analysons donc cette expérience. En fait, elle montre que l'information, même si elle est claire et convaincante, ne suffit pas à changer durablement les comportements. En revanche, le dialogue collectif permet une remise en question progressivement des croyances, une validation sociale et une forme de responsabilité partagée. L'engagement de chacun s'en trouve renforcé, surtout quand il devient public, puisque chacun peut voir l'opinion des autres et ce qu'elles décident, et en particulier quand les personnes expriment leurs opinions à voix haute devant l'ensemble de l'assemblée. Ces résultats sont assez classiques dans des campagnes publiques de modification des comportements. Je pense notamment à la lutte contre le tabagisme ou à l'incitation à utiliser des contraceptifs. Vous avez beau convaincre et donner toutes les informations par les meilleurs scientifiques, les gens ne modifieront vraiment leur comportement que s'ils se sont engagés en face d'autres personnes en chair et en os, qui seront les témoins de leur prise de position, et même s'ils n'ont aucune influence directe sur eux, c'est bien leur cohérence et leur crédibilité personnelle qui est en jeu. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette expérience dans votre exercice quotidien de la direction d'équipe, de la direction de vos collaborateurs? C'est très simple, vous avez plusieurs techniques graduelles pour renforcer l'engagement de vos équipes, l'engagement des personnes à répondre à vos directives. Il existe beaucoup de techniques, je vais en citer quelques-unes pour l'exemple et de façon graduelle. La première, c'est l'engagement oral. Michel, j'aimerais que tu fasses ceci. Tu es d'accord, Michel? Oui, je suis d'accord, super. Merci, Michel. Qui est simple, qui se borne à être oral, mais qui augmente déjà la probabilité que Michel accomplisse la directive que je lui ai donnée. Si vous voulez augmenter un peu plus la probabilité d'engagement, je vous recommande la note de service ou la directive écrite sur laquelle vous allez mettre le nom des personnes qui sont concernées et les activités ou les tâches à réaliser. Mieux, faites participer les personnes concernées dans la rédaction de ces directives. Et elles seront d'autant plus engagées à les respecter qu'elles y ont participé, que c'est aussi une partie de leur volonté propre. Et je peux vous assurer, c'est vraiment du vécu, quand vous listez l'ensemble des activités à effectuer et que vous mettez des noms en face, même si la note de service ne paraît pas et reste en mode brouillon, vous n'aurez aucune difficulté à ce que vos collègues accomplissent ces tâches. Alors, une étape légèrement supplémentaire est un engagement écrit, une signature, où la personne s'engage à dire « Ok, j'ai tel et tel travail à faire, je signe, je vais le faire ». Donc là, on est vraiment dans l'engagement moral,
la crédibilité personnelle, et on est dans le cadre de la fiche de poste, par exemple, dans laquelle la personne s'engage à couvrir l'ensemble des domaines qui lui sont confiés. Ensuite, l'engagement sera d'autant plus favorisé qu'il sera contraint dans le temps. Donc là, on est typiquement dans la philosophie de l'objectif SMART, avec le T de SMART, contraint dans le temps. Voire même quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, de faire quelque chose avant la fin de la semaine, c'est beaucoup mieux de lui dire j'aimerais que tu fasses ceci avant vendredi 12h. Cela peut apparaître extrêmement précis, voire pointilleux, mais dans l'esprit de la personne, la date, l'échéance est très claire et fixée, et que la fin de la semaine, ça peut être quand même assez flou. Et enfin, pour les personnes pour lesquelles vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'ils respectent leurs échéances, vous pouvez toujours leur demander régulièrement quel est leur point d'avancement, de façon à leur rappeler toute l'importance que vous accordez à vos directives. En conclusion, en tant que chef ou manager, un de vos objectifs, c'est de vous simplifier la vie et de faire en sorte que vos directives soient respectées et que les personnes s'engagent dans votre vision, dans la direction que vous montrez. Et donc c'est à vous de créer des conditions où l'engagement de vos personnels naît d'une vraie participation, d'un choix exprimé, et il peut se construire par petites étapes concrètes, du simple oui oral jusqu'au contrat formel. À vous de voir les circonstances dans lesquelles vous souhaitez utiliser tel ou tel outil, en fonction des personnes et du contexte, c'est-à-dire si les activités sont plus ou moins importantes. Les mécanismes dont on vient de parler peuvent être complétés avec une théorie un peu plus large, développée par des chercheurs comme Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, théorie dite de la soumission librement consentie. Alors, j'avais écrit un article sur ce sujet, il existe un certain nombre de livres qui en parlent, vous trouverez tous ces renseignements dans la description de la vidéo. Cette théorie, ses principes et ses méthodes vont aussi s'appliquer sur l'engagement, mais qui sera construit de manière beaucoup plus subtile, car l'individu aura l'impression d'être libre dans les choix qu'il effectue. Avant de se quitter, je vous laisse quelques questions auxquelles je vous propose de réfléchir. Déjà, connaissiez-vous l'ensemble des principes qui ont été dictés ici? Les appliquez-vous de façon consciente ou inconsciente? Et comment stimulez-vous l'engagement dans vos équipes pour qu'il soit à la fois sincère et durable? Merci beaucoup de votre attention, n'hésitez pas à répondre en commentaire, et je vous dis à très bientôt.